Alors donc nous allons parler des myopathies nécrosantes auto-immunes, qui est un nouveau groupe de myopathies auto-immunes, qui est le dernier né de ce groupe hétérogène de myocytes. En fait, la naissance de ce groupe de myopathies auto-immunes est très finement et très étroitement associée à la découverte d'auto-anticorps spécifiques qui ont permis finalement d'identifier ce groupe au sein des myopathies auto-immunes. Et d'une certaine façon, ces anticorps ont permis d'immunoprécipiter le groupe des myopathies nécrosantes au sein des myopathies auto-immunes. Historiquement, les myopathies auto-immunes ont été décrites au début des années 70 et définies comme telles, avec des patients qui avaient un déficit de la force qui était bilatéral et symétrique, qui impliquait le muscle parce que les enzymes musculaires étaient élevées ou parce que l'électromyogramme montre des anomalies myogènes, et que la maladie était supposée auto-immune car la biopsie musculaire montrait la présence d'inflammation ou de nécrose au sein de la fibre, au sein du tissu. Cette définition a permis d'identifier finalement un groupe de myopathies auto-immunes qui a été après classé en deux sous-groupes. Le groupe des dermatomyocytes, qui est défini, comme vous le savez, par la présence de manifestations cutanées qui sont tout à fait spécifiques. Et puis un groupe par défaut qui sont les polymyocytes, où il n'y a peu ou pas de manifestations cutanées, en tout cas pas celles qui sont décrites au cours de la dermatomyosite. Une quarantaine d'années plus tard, les groupes européens et américains de rhumatologues se sont réunis pour redéfinir, mettre à jour la définition des myopathies auto-immunes d'une part, et d'autre part leur classification. Et dans ce papier, lorsqu'il s'agit de classifier les patients, finalement ils arrivent à identifier que trois grands groupes de maladies auto-immunes. Le premier est toujours celui des dermatomyocytes, facilement reconnaissable par les signes cutanés. Ils feront des sous-groupes au sein de ce groupe de dermatomyocytes, en identifiant des groupes amyopathiques ou des formes juvéniles de la maladie. En revanche, toujours un peu par défaut, en l'absence de signes cutanés typiques, eh bien, on cherchera des signes spécifiques de la myosite à inclusion que sont l'atrophie musculaire distale et l'atteinte musculaire distale. Et que lorsque ces signes sont absents, on tombera dans la case, encore par défaut, de polymyosite. Donc finalement, en 40 ans, entre PM et DM, il n'y a pas eu beaucoup de changements, à savoir que une quarantaine d'années plus tard, si on croit Lasserre et Lelard, il y a un groupe de maladies musculaires pures que sont les polymyosites, avec une variante qui est la myosite à inclusion, qui ne sera pas l'objet de cette présentation, et puis un groupe de maladies musculaires avec des manifestations extramusculaires cutanées, qui est la dermatomyosite. Pour autant, en 40 ans, il y a eu une quinzaine d'auto-anticorps qui ont été mis en évidence. Un des nombreux intérêts de ces auto-anticorps est qu'ils sont spécifiques des myopathies auto-immunes, et qu'ils n'ont pas été inclus dans la classification ni jouer un rôle important dans les modalités diagnostiques des myopathies auto-immunes de la dernière classification de Lasserre et Lelard. En particulier, ça fait l'objet de différents échanges éditoriaux avec les journaux de référence sur ce sujet. La raison en est que les auto-anticorps finalement qui étaient analysés dans cette étude, qui avaient permis les nouveaux critères de classification, sur les 15, finalement seuls 5 avaient été analysés, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas pris une place déterminante dans leur classification et qu'il n'a pas été probablement possible d'identifier le groupe des myopathies nécrosantes. En effet, dans le groupe de Lasserre-Lelard, le groupe de polymyosite très certainement englobe deux entités distinctes, le groupe des antisynthétases d'une part et le groupe des myopathies nécrosantes. Nous allons voir maintenant comment les auto-anticorps spécifiques des myopathies nécrosantes identifient un groupe distinct et unique au sein des polymyosites. Historiquement, l'anticorps anti-SRP a été découvert en 1986 dans des patients qui avaient historiquement des polymyosites, et ce groupe de patients a été identifié au début des années 80. Il faut attendre presque une vingtaine d'années pour que l'équipe de Fred Miller aux États-Unis s'intéresse à l'histopathologie de ces patients, qui étaient des polymyosites à l'époque, avec un anticorps anti-SRP positif. Et dans cette étude anatomopathologique, ils ont pu observer que la lésion élémentaire musculaire qui dominait n'était pas l'inflammation, mais principalement une irrégularité de la taille des fibres et aussi la présence fréquente de nécrose et de régénération au sein du tissu musculaire. Et qu'à l'inverse, l'inflammation était faible ou absente, surtout quand on se comparait dans cette étude à des groupes de patients qui avaient des myosites, antisynthétase JO1 positifs,
des myosites antisynthétase JO1 négative, en comprenant aussi des dermatomyosites. Si bien qu'un an plus tard, lorsque les Européens se réunissent pour essayer en 2004 et 2003 de définir les nouveaux groupes de myopathie auto-immune, ces travaux permettront d'identifier qu'il existe un groupe différent de myopathie auto-immune, défini histologiquement, différent de la dermatomyosite et de l'atrophie fasciculaire, différent de la polymyosite et de son inflammation endomésiale, parce qu'il était constitué principalement de patients qui avaient histologiquement des fibres en nécrose et en régénération, alors que dans leur définition de ce nouveau groupe, il était montré que ces patients avaient peu ou pas d'inflammation intramusculaire. Et donc pour la première fois en 2003, apparaît le groupe de myopathie nécrosante par les classifications européennes NMC, groupe qui n'est pas reconnu par les classifications rhumatologiques ACR-EULAR de 2017. Pour autant, en 2008, les Américains vont s'emparer de cette définition pathologique pour retourner dans leur frigo et leur congélateur pour sortir les séries de patients qui ont des histologies qui répondent à la définition des myopathies nécrosantes. Et ils vont retourner dans les sérums de ces patients pour retrouver qu'effectivement une proportion d'entre eux présente l'anticorps anti-SRP, pour reproduire les travaux anciennement publiés par l'équipe de Miller. Mais ils vont voir surtout que la plupart de ces patients sont sans anticorps anti-SRP. Et en revanche, un anticorps, qu'on voit ici à droite, qui migre pour reconnaître des protéines qui, sous la forme monomérique, ont 100 kDa ou sous une forme dimérique à 200 kDa. En fait, il faudra pas très longtemps à l'équipe d'Andrew Mamen aux États-Unis qui a fait cette découverte pour se rendre compte que la cible de cet anticorps est l'HMG coréductase, la cible des statines, et que l'histoire a été raccourcie par le fait qu'il avait observé que cliniquement, les patients qui avaient l'anticorps qui migrait à 100 kDa étaient des patients qui avaient une forte exposition aux statines, 80-90% d'entre eux l'avaient, alors que les patients qui étaient séronégatifs avaient une fréquence beaucoup moindre de l'exposition aux statines. Récemment, l'équipe d'Olivier Benveniste, avec le travail de thèse de Marion Pilet, à QBRACA, a permis d'effectivement montrer qu'il s'agit bien d'un groupe à part dans sa présentation clinique par rapport aux autres entités qui composent le groupe des myopathies auto-immunes. Pour cette démonstration, les patients du service ont été repris et l'objet était de faire des analyses non supervisées, ce qui impliquait un jeu de données pour chaque patient exhaustif. Et de 1000 patients, finalement, 250 à peu près ont été analysés. Et pour chaque patient, une cinquantaine de variables avaient été retenues. Et que l'objet de l'analyse était concentré aussi autour de la place des auto-anticorps, qui était un élément déterminant pour la participation à l'étude, qui était rétrospective. Les analyses rétrospectives et multivariées et non supervisées ont permis de montrer que les patients s'agrégeaient, se regroupaient, chaque patient représenté par une petite ramification tout en bas, en 4 grands groupes qu'on voit sur ces classifications hiérarchiques. On peut représenter les patients en classification sur une factor map, en analyse par composantes multiples, où on voit qu'il existe 4 groupes distincts qui regroupent des patients. Chaque point est un patient et la position du patient dans l'espace à 2 dimensions est un résumé des 47 variables qui le distinguent, si bien que ce patient vert a des variables qui sont très différentes de ce patient bleu ou de ce patient noir. Quand on regarde les caractéristiques des patients qui ont des myopathies les caractéristiques de ces myopathies, on observe que le groupe noir est principalement composé de patients qui sont âgés, avec un site asymétrique et distal, avec à l'histologie des vacuoles bordées, en plus de l'inflammation, et ce sont majoritairement des patients qui ont une myosite à inclusion. Quand on regarde le groupe rouge, comme le groupe noir, ce sont des patients qui n'ont pas de manifestation extramusculaire et que leur caractéristique est la présence d'un déficit qui est sévère, aigu, avec un taux de CPK élevé, et que dans ce groupe sont présents les patients qui sont positifs pour l'anticorps anti-SRP ou HMG-CoA. Et ces anticorps ne sont pas présents dans le groupe vert, qui sont des dermatomyosites, ou dans le groupe bleu, qui sont des antisynthétases. Donc depuis une quarantaine d'années, finalement, on pense plutôt qu'il y a un groupe de maladies musculaires pures, qui est soit la myosite à inclusion, qui est très distincte, comme vous le savez, qui n'est pas l'objet de cette présentation, et les myosites nécrosantes auto-immunes. Il y a un groupe de maladies musculaires avec des manifestations extramusculaires qui sont la dermatomyosite et les antisynthétases.
Et donc on voit clairement comment les auto-anticorps, SRP ou HMG-CoA réductase, ont permis d'identifier un groupe homogène de myopathie nécrosante, soit SRP, soit HMG, ou aussi séronégatif. Et nous allons voir maintenant quel est le phénotype de ces patients. Les patients qui ont des myopathies nécrosantes peuvent avoir donc majoritairement soit l'anticorps anti-SRP ou anticorps anti-HMG-CoA, et une rare proportion d'entre eux seront sans auto-anticorps spécifiques. Les myopathies nécrosantes auto-immunes représentent environ 10 à 15% de l'ensemble des myopathies auto-immunes. Ce sont des maladies rares qui peuvent toucher les individus à tout âge de la vie, y compris dans les formes juvéniles, dès l'âge de 7 ans en particulier ou 5 ans, qui peut survenir. Le plus fréquemment, la maladie survient vers 50 ou 60 ans. Et il faut souligner que les patients qui ont une myopathie nécrosante associée à l'anticorps anti-HMG-CoA ont fréquemment une exposition préalable aux statines, qui est probablement un facteur déclenchant de la maladie. Il n'y a pas beaucoup de maladies ou de situations auto-immunes où on a pu mettre en évidence un tel rôle pharmacologique d'une molécule dans l'émergence d'une maladie auto-immune. Pour autant, l'exposition aux statines concerne principalement les sujets qui sont susceptibles de prendre ces traitements, c'est-à-dire des sujets qui sont plus de 50 ans. Et dans ce groupe de patients, la prévalence de l'exposition aux statines chez les patients HMG-CoA est aux alentours de 60 à 80 ou 90%. En revanche, dans les formes plus précoces de la maladie, l'exposition aux statines est plus faible, voire absente. Si bien qu'en moyenne, les séries pointent que l'exposition aux statines est d'environ 1 fois sur 2 dans ce groupe de patients. L'installation des symptômes est souvent aiguë, en quelques semaines ou quelques mois, avec des patients qui présentent un déficit de la force musculaire bilatérale et symétrique, qui s'installe donc relativement rapidement, et le déficit est sévère. Les patients ont souvent des douleurs musculaires ou fréquemment une dysphagie, et ce qui caractérise les myopathies nécrosantes, c'est la nécrose, donc c'est la libération du contenu de la fibre musculaire, et donc des taux importants de CPK. Il faut aussi souligner dès ici le fait qu'il existe environ un tiers des patients, selon les recrutements où sont faites les études et les séries, qui présentent à l'inverse un début beaucoup plus lent et progressif, qui n'est pas du tout celui qu'on a l'habitude de voir au cours des myopathies auto-immunes, et qui est plutôt celui qu'on observe chez les patients qui ont des maladies génétiques musculaires, et qui amène donc les patients en consultation de neurologie ou de myologie, et non pas en rhumatologie ou en médecine interne. Et ces patients ont des tableaux qui ressemblent à ceux de forme de ceux qu'on observe chez les patients qui ont des maladies génétiques et qui en prennent tout à fait le masque, si bien qu'aujourd'hui, pour toutes ces formes dystrophiques, aujourd'hui, il est recommandé dès le début de s'assurer que les patients n'ont pas une maladie auto-immune nécrosante portée par l'un de ces deux auto-anticorps pour leur proposer des traitements avant de considérer qu'ils aient une maladie génétique. Donc on voit qu'au cours des myopathies nécrosantes, comme au cours des myopathies, le mode d'installation des symptômes est habituellement aigu, en quelques mois. En revanche, il est plus lent dans le groupe des myosites à inclusion, ce qui est une des caractéristiques, mais aussi rarement au cours des myopathies nécrosantes, dans environ 30% des cas. La topographie du déficit est elle aussi particulière. On dit que classiquement, à l'exception de la myosite à inclusion qui touche les membres distaux et les fléchisseurs des doigts, et de façon asymétrique, les maladies musculaires auto-immunes sont bilatérales et symétriques aux 4 membres. Et maintenant, il apparaît que les myopathies nécrosantes prédominent aux membres inférieurs, alors que la dermatomyosite, elle, prédomine aux membres supérieurs. La biopsie musculaire est un élément important pour le diagnostic d'une myopathie nécrosante. Elle doit être faite avec des analyses précises, des techniques de congélation rigoureuses et des techniques d'analyse et de marquage aussi délicates, ce qui implique l'utilisation ou sa réalisation tout au moins dans des centres experts pour permettre cette réalisation complète de ces tests, ainsi qu'une interprétation par des médecins experts de la pathologie. Ces médecins experts de la pathologie ne font rien d'autre que regarder chaque élément qui constitue le muscle, la fibre, le vaisseau, le tissu conjonctif, décrire la lésion élémentaire, analyser sa répartition pour pouvoir définir une sémiologie histologique et faire des hypothèses diagnostiques. Au sein des myopathies nécrosantes, la lésion élémentaire et la nécrose, qu'on voit représentée ici sur une coupe transversale d'une biopsie musculaire, où vous voyez ici des fibres qui sont pâles, évanescentes et qui disparaissent, qui sont des myopathies nécrosantes. Ici, j'ai choisi de représenter une biopsie sans la coloration des noyaux pour ne pas être gêné dans la description des fibres en nécrose.
Une autre lésion élémentaire au cours des myopathies nécrosantes est la présence de dépôts, de compléments, qu'on voit ici à la surface des fibres de C5b9, qui est aussi une des caractéristiques des myopathies nécrosantes auto-immunes. Quand on s'intéresse à la répartition de cette lésion élémentaire, au cours des myopathies nécrosantes SRP ou HMG-CoA, la nécrose survient dans tous les territoires musculaires, elle est répartie aléatoirement dans l'ensemble du fascicule. La nécrose musculaire n'est pas spécifique des myopathies nécrosantes, elle peut survenir dans d'autres myopathies auto-immunes, et en particulier dans le groupe des myopathies auto-immunes associées à l'anticorps anti-JO1. Et dans ce cas-là, la topographie, nous allons le voir juste après, est particulière et périfasciculaire. Au cours des dermatomyosites, il y a peu ou pas de fibres en nécrose, seulement dans un sous-groupe particulier qui est les dermatomyosites associés à l'anticorps anti-AMI2. La nécrose, nous le verrons juste après, est un événement rare, et qu'en creux, un élément indirect qui suggère l'existence d'une pathologie nécrosante et l'existence de signes de régénération. Ici, vous voyez en bas des coupes avec des colorations pour des marquages sur les fibres qui régénèrent. La coloration marque la présence de myosine néonatale fétale et que, encore une fois, on observe d'une part plus fréquemment des fibres qui régénèrent que des fibres qui sont nécroses, et on voit aussi que la répartition est aléatoire dans l'ensemble du tissu musculaire dans les myopathies nécrosantes, alors qu'elle est plutôt en zone fasciculaire dans les JO1. Effectivement, on voit ici que le pourcentage de fibres en nécrose est un événement rare, puisqu'on avait pu observer que c'était 1-2% des fibres qui sont en nécrose au sein des myopathies nécrosantes. Et cette étude avait permis de montrer que les SRP étaient plus sévères, avec des nécroses plus fréquentes que les patients qui avaient des HMG-CoA, et que la nécrose au cours des HMG-CoA n'est pas différente en termes de fréquence par rapport au JO1. En revanche, ce qui les distingue, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que la nécrose survient dans les zones périfasciculaires au cours des myopathies JO1 ou dans les dermatomyosites quand il y a de la nécrose, alors qu'elle tombe par hasard dans la zone périfasciculaire au cours des myopathies nécrosantes où elle est répartie aléatoirement dans l'ensemble des fibres. On a vu aussi tout à l'heure que la régénération était beaucoup plus fréquente et qu'il y a presque 10 fois plus de fibres qui régénèrent dans une myopathie nécrosante que de fibres qui sont en nécrose. Et là encore, on observe des phénomènes de régénération, cette fois-ci plus importants, dans les myopathies nécrosantes HMG ou SRP que dans les autres myopathies. A l'inverse, au cours des myopathies nécrosantes auto-immunes, il y a peu d'inflammation comparé aux autres myopathies. C'est pour ça que d'une part, on parle de myosite, et de l'autre part, on parle de myopathie nécrosante. Les myopathies auto-immunes ont toutes beaucoup de macrophages. En revanche, les myopathies nécrosantes ont peu de lymphocytes T, et quand on regarde la densité cellulaire des lymphocytes T, on voit que la densité est plus faible dans les myopathies nécrosantes que dans les myosites. Pour autant, on a pu observer que plus il y avait de fibres en nécrose et plus l'infiltrat de lymphocytes T spécifique, de lymphocytes T tout au moins, la densité cellulaire T augmentait, était corrélée positivement. Si bien que les myopathies nécrosantes où la nécrose est très prédominante vont finir par être associées à des signes d'inflammation importants qui sera tout à fait comparable à ceux qu'on peut voir au cours de certaines myopathies inflammatoires ou myosites. Et donc le caractère inflammatoire ne doit pas exclure une forme sévère de myopathie inflammatoire. De même, l'HLA de classe 1, qui, comme vous le savez normalement, n'est pas exprimé à la surface des fibres musculaires, à l'inverse de l'ensemble des cellules de l'organisme. Au cours des myopathies nécrosantes, on retrouve peu ou pas de réexpression anormale de l'HLA de classe 1 à la surface des fibres musculaires, alors que c'est un signe très évocateur et quasiment toujours présent au cours des myosites, comme la dermatomyosite, la myosite à inclusion, ou le syndrome des antisynthétases. Ce qui caractérise les myopathies nécrosantes, c'est leur négativité pour l'HLA de classe 1, qui n'est présent que de façon aléatoire et patchy que sur les fibres qui régénèrent de façon physiologique. Mais encore une fois, lorsque la nécrose est importante, eh bien on observe une augmentation de l'expression de l'HLA classe 1 qui devient diffuse et comparable à celle qu'on peut observer au cours d'authentiques myopathies inflammatoires dans les cas où la nécrose est prédominante. Si on s'intéresse aux manifestations extramusculaires des myopathies nécrosantes, elles sont faibles ou absentes dans la majorité des cas. Comme vous le savez, au sein des myopathies auto-immunes, certaines d'entre elles peuvent présenter des signes cutanés. Ça représente
25 à 30% des cas. Et le plus souvent, c'est des signes de dermatomyosite. Et ça a été aisément décrit dès les années 70. En revanche, les autres manifestations extramusculaires sont peu ou pas décrites ou utilisées dans les classifications, mais on sait que 20% des patients peuvent avoir des signes articulaires, arthralgie ou arthrite, que selon les études, l'atteinte musculaire cardiaque est présente jusqu'à dans 50% des cas. L'atteinte interstitielle pulmonaire est aussi une manifestation extramusculaire fréquente, et vous connaissez aussi l'association fréquente avec le cancer. Dans ce spectre de manifestations extramusculaires, quelles sont les manifestations qui surviennent au cours des myopathies nécrosantes? Finalement, seuls les anticorps anti-SRP auront des manifestations extramusculaires, et certainement la manifestation extramusculaire la plus fréquente est la présence de signes d'atteinte cardiaque. L'atteinte cardiaque a été peu ou pas et mal décrite au cours des myopathies nécrosantes associées à anticorps anti-SRP. Mais la plupart des études rétrospectives qui ont rapporté des séries de patients SRP ont noté des signes d'atteinte cardiaque sur la fois d'enzymes musculaires cardiaques, sur la fois d'échographie cardiaque, d'électrocardiogramme ou parfois d'IRM cardiaque. Et donc, il y a des signaux fréquents qui suggèrent des anomalies cardiaques, si bien qu'il est très probable que la maladie a un tropisme cardiaque, et nous avons malheureusement l'expérience de myocardites associées aux patients qui ont des myopathies SRP, parfois extrêmement sévères, avec des cardiomyopathies dilatées. Et ces observations ensemble conduisent à aller dépister l'atteinte cardiaque au cours des myopathies SRP, à l'occasion du diagnostic tout au moins, par la recherche d'enzymes musculaires cardiaques comme la troponine I, l'ECG, voire l'échographie ou l'IRM cardiaque en cas de suspicion. A l'inverse, au cours des myopathies associées à l'anticorps HMG-CoA, réductase, l'ensemble des séries qui ont été réalisées à ce jour n'a pas montré de signal en faveur d'une atteinte cardiaque spécifique au cours de cette maladie. Concernant l'atteinte respiratoire, elle peut exister au cours des patients qui ont un anticorps anti-SRP. Là aussi, elle est peu ou pas rapportée et mal rapportée, mais de fréquents signaux apparaissent, avec fréquemment des petits signes interstitiels qui sont décrits au cours des séries des patients SRP positifs. Et aujourd'hui, on estime, en compilant les séries rétrospectives, qu'environ un patient sur 5 peut présenter une pneumopathie interstitielle. Et l'expérience montre qu'il s'agit de pneumopathies interstitielles qui sont peu étendues, qui n'ont pas de traduction clinique et qui n'ont pas de traduction non plus gazométrique sur l'hématose ni sur les EFR en termes de DLCO en particulier. Elles n'ont finalement aucun retentissement notable pour les patients et elles font partie du spectre de la maladie. Les HMG-CoA, eux, jusqu'à présent, il n'a pas été rapporté d'association avec les pneumopathies interstitielles chez ces patients. Concernant les manifestations tumorales au cours des myopathies auto-immunes, vous savez que les myopathies auto-immunes ont été fortement associées avec l'association, avec la présence d'une dermatomyosite, ce qu'on voit bien représenté sur cette diapositive qui est une méta-analyse. Mais dans cette méta-analyse, ce qui est important, c'est de voir que la polymyosite, il existe aussi un surrisque qui est moins connu, mais qui est retrouvé par la plupart des études par rapport à la population générale. Puisqu'on sait que c'est un groupe qui est défini par défaut, ce groupe à risque, c'est des myosites à inclusion, des antisynthétases ou des myopathies nécrosantes. Il s'agit plus probablement de myopathies nécrosantes, puisque nous allons voir qu'il existe des anciens cas rapportés qui décrivaient l'association de myopathies nécrosantes associées au cancer, qui finalement posaient la question de l'association des myopathies nécrosantes avec le cancer, à l'époque où le groupe des polymyosites englobait cette entité. Pour essayer de répondre à cette question, on avait pu mener un travail dans le service, en collaboration avec divers services français. On avait recueilli un peu plus d'une centaine d'observations de myopathies nécrosantes définies par soit l'anticorps, soit l'histologie. Et on avait classifié les patients en 3 grandes catégories: la positivité pour l'anticorps SRP, la positivité pour l'anticorps HMG-CoA ou l'absence d'anticorps tout court spécifique des myopathies auto-immunes. Et puis on s'était concentré sur l'existence d'un cancer dans les 3 ans qui précédaient le diagnostic de la myopathie ou dans les 3 ans qui suivaient celui de la myopathie, pour voir des taux importants en termes de pourcentage, puisque 20% des patients en myopathie nécrosante séronégatifs ont un cancer.
11% chez les patients HMG-CoA et 4% par rapport à la population SRP. Pour voir si ce taux était anormalement élevé, avec l'aide de l'équipe de Dijon d'épidémiologie, on a pu avoir accès au registre national de cancer et comparer l'incidence attendue dans la population générale à parier sur l'âge et le sexe de nos 3 catégories. Et ces résultats ont permis de montrer que les patients qui ont un anticorps anti-SRP n'ont pas de risque anormalement élevé, alors que les patients séronégatifs ont un risque fortement élevé. A l'inverse, les HMG-CoA ont un risque qui est plus faible, mais qui était significativement élevé par rapport à la population générale. Quand on s'intéressait à d'autres études, ultérieurement, les Japonais ont montré qu'en Asie, il existait aussi un surrisque de cancer au cours des patients HMG-CoA réductase, et que chez les populations, les études en tout cas nord-américaines, n'ont pas retrouvé ce risque élevé de cancer dans la population HMG-CoA, suggérant que le risque au cours des HMG-CoA est plutôt modeste. En revanche, pour le SRP, toutes les études s'accordent à dire qu'il n'existe pas de risque de cancer notable. Quand on s'intéresse aux cancers qui surviennent, les cancers sont de tout type et on ne peut pas suggérer de chercher un site particulier de cancer chez ces patients. Et malheureusement, comme attendu, le fait d'avoir une myopathie nécrosante avec un cancer est un facteur de mauvais pronostic en termes de survie. Donc on arrive, grâce à ces auto-anticorps, à faire émerger un groupe homogène de patients sur le plan histologique, si bien que l'anticorps résume tellement bien le phénotype des patients que lors de la dernière classification NMC sur les myopathies, qu'on a pu organiser avec des Européens et des Américains, on a proposé une nouvelle définition des myopathies nécrosantes pour dire qu'en cas de suspicion clinique forte, devant la présence d'un patient qui a un site musculaire d'installation subaiguë en quelques semaines ou quelques mois, en l'absence de signes extramusculaires et devant des taux de CPK élevés, la présence de l'anticorps spécifique SRP ou HMG-CoA suffit à porter diagnostic et à retenir le diagnostic sans avoir recours à la biopsie, et que dans ce cas de figure, on propose de ne plus réaliser de biopsie musculaire pour ces patients-là. En revanche, lorsque ces patients ne portent pas l'anticorps HMG ou SRP, la biopsie musculaire reste déterminante pour bien confirmer le caractère nécrosant et le caractère acquis de la maladie et inflammatoire, pour porter le diagnostic d'une myopathie nécrosante auto-immune sans anticorps. Et dans ces nouveaux critères diagnostiques histologiques, nous n'avons plus mis comme critère d'exclusion la présence d'inflammation, car nous avons vu dans les travaux précédents que l'inflammation pouvait être présente dans des formes sévères de la maladie. Les diagnostics différentiels de cette pathologie, dans les formes aiguës, en quelques jours ou semaines de déficit moteur avec des CPK très élevés, en l'absence de signes extramusculaires, j'ai remis ici sur cette diapositive les causes de rhabdomyolyse, car en fait ce sont celles-ci qui sont des sources et des causes de myopathie nécrosante. Il y a 2 grands groupes, il y a des maladies nécrosantes qui sont médiées par le système immunitaire, qui est l'objet de cette présentation. Je ne passe pas en détail le fait que certaines formes de sclérodermie ont une myosite nécrosante, qui peuvent être une cause parfois de déficit moteur assez aigu, mais les signes cliniques sont souvent orientants. En revanche, devant le diagnostic nu de rhabdomyolyse ou d'élévation importante de CPK, il faudra toujours prêter garde aux médicaments, aux toxiques, en particulier en l'absence de causes évidentes comme le fait d'être resté longtemps sur le sol ou les crises convulsives. Il faut garder en tête qu'il existe des maladies génétiques qui sont sources de rhabdomyolyse de façon récurrente, qui est une cause et un diagnostic différentiel. De même, la génétique est aussi un diagnostic alternatif dans les formes lentement progressives de la maladie. Nous l'avons vu, il existe des formes juvéniles à début lentement évolutif qui miment une dystrophie musculaire, et qu'il est donc très important pour ces patients de s'assurer de la négativité des anticorps avant de conclure à une maladie génétique qui parfois n'a pas de solution génétique. Qu'en est-il maintenant du pronostic de ces myopathies nécrosantes auto-immunes, de leur physiopathologie et de leur traitement? Il apparaît assez clairement aujourd'hui que les myopathies nécrosantes sont un groupe homogène de patients, au sein desquels il existe quelques variances, et très clairement les patients qui ont anticorps anti-SRP sont parmi les myopathies nécrosantes celles qui sont les plus
sévère, avec un déficit musculaire qui est plus important et souvent des taux de CPK qui sont plus élevés. Le groupe d'Andrew Mamen aux États-Unis avait montré dans une série de 4 patients qui avaient des anticorps anti-SRP qu'à 4 ans d'évolution, seuls 50% des patients qui avaient une myopathie SRP retrouvaient une force musculaire normale, montrant ainsi que le pronostic était mauvais sur le plan fonctionnel. De la même façon, il avait montré que les patients qui avaient un anticorps anti-HMG-CoA, qui était diagnostiqué précocement à un âge juvénile ou à un âge jeune de la maladie, avaient aussi un mauvais pronostic de récupération et que, paradoxalement, les patients qui avaient un début plus tardif de la maladie, qui avaient donc plus fréquemment d'exposition aux statines, avaient un pronostic de récupération meilleur. On a aussi évoqué, en termes de pronostic, l'importance de la détection du cancer pour ces patients. Le pronostic n'est pas très bon parce que la maladie est associée à des dommages musculaires et à des lésions musculaires qui sont importantes. Et dans ce travail qui a été fait par Lisa Christopherstein aux États-Unis, qui avait repris des séries de patients qui avaient des myopathies auto-immunes et des IRM des cuisses, elle avait pu observer que les myopathies nécrosantes étaient celles qui avaient le plus de dégâts musculaires, en montrant une fréquence plus importante d'atrophie musculaire dans ce groupe de patients myopathies nécrosantes ou de remplacement graisseux au sein du muscle du comportement musculaire par rapport aux autres myopathies auto-immunes. Le pronostic est sombre, et en termes d'atrophie en particulier, parce que sur le plan histologique, on observe effectivement fréquemment sur cette image en B, qui montre un patient SRP positif, la présence de nombreuses petites fibres qui sont des fibres atrophiques, qui ne sont pas en régénérescence, alors que normalement, le témoin ici montre que les fibres devraient avoir ce diamètre-là. On s'était interrogé, et c'était un travail qui a été réalisé par Louisa Harouche dans le laboratoire, sur le rôle pathogène des anticorps dans ces phénomènes d'atrophie musculaire. Et pour répondre à cette question, Louisa avait réalisé des cultures cellulaires qu'on voit représentées ici en vert, qu'elle avait exposées à des immunoglobulines contrôle de sujets sains. Et puis elle avait renouvelé l'expérience en exposant les cultures cellulaires à des plasmaphérèses issues de patients SRP ou des plasmaphérèses issues de patients HMG-CoA. Et ce qu'on observait, c'est que les fibres exposées à ce plasma avaient une taille réduite, elles étaient atrophiques. Pour éliminer la possibilité que le plasma contenait des cytokines potentiellement toxiques pour la croissance et la différenciation musculaire, elle avait reproduit des expériences, cette fois-ci en ne mettant que les immunoglobulines de patients. Elle avait observé le même phénomène. Et pour montrer que l'anticorps SRP ou HMG était le responsable du phénomène, elle a reproduit une troisième fois l'expérience en utilisant cette fois-ci l'anticorps spécifique SRP ou HMG, en montrant ainsi que, in vitro tout au moins, l'anticorps était responsable d'une atrophie des fibres musculaires et altérait aussi leur capacité de différenciation. On était aussi retourné aux patients et aux biopsies musculaires pour observer que, ce qui sera plus tard devenu un critère diagnostique aussi, que les fibres musculaires avaient fréquemment leur surface des dépôts de complément de C5b9, qui est la voie terminale du complément dans des patients SRP et dans des patients HMG-CoA, alors que les contrôles en avaient beaucoup moins. On avait observé qu'il y avait une bonne corrélation entre le pourcentage de fibres qui avaient des dépôts de complément avec le pourcentage de fibres qui étaient en nécrose, suggérant indirectement qu'il existait peut-être un rôle du complément. Le complément peut être activé de plusieurs manières, en particulier la voie classique implique l'activation par des anticorps, et dans ce cadre-là, le complément utilise une molécule C1Q qui atteste de l'activation de la voie classique et du rôle des anticorps. Et on avait pu voir dans ce cas qu'il existait des dépôts de C1Q à la surface des fibres suggérant que le complément était activé par la voie classique et donc par des anticorps. Et en l'occurrence, on découvrait la présence d'immunoglobuline G à la surface des fibres musculaires, suggérant l'activation classique du complément par les anticorps au cours des myopathies nécrosantes. Pour tenter de démontrer le rôle pathogène des anticorps et leur caractère nécrosant, un travail a été fait chez la souris et récemment publié. C'est Cécile Berga, qui était étudiante en thèse dans le laboratoire d'Olivier Boyer à Rouen, avec qui on avait collaboré. Ce laboratoire a porté ce travail qui a été publié chez la souris en montrant l'expérience suivante, que les souris
qui avaient reçu des immunoglobulines de patients SRP ou HMG-CoA présentaient une force musculaire diminuée par rapport aux souris contrôle. Et que sur le plan histologique, il était possible de voir la présence de fibres en nécrose chez ces patients chez ces souris qui présentaient un déficit de la force musculaire. L'équipe d'Olivier Boyer s'était intéressée du coup au rôle du complément dans ce mécanisme physiopathologique et donc avait reproduit des expériences chez des souris qui étaient déficientes en complément, en l'occurrence en C3, et que lorsque les souris n'avaient plus de C3, l'effet pathogène des anticorps était très sensiblement abaissé, voire aboli, suggérant ainsi que l'anticorps était pathogène par l'intermédiaire du complément. Il est compliqué de concevoir qu'un anticorps pourrait être pathogène pour une cible intracytoplasmique parce que la protéine SRP, comme la protéine HMG-CoA, est une protéine cytoplasmique ou cytosolique. Pour comprendre le rôle de l'anticorps, il y a plusieurs pistes que je voudrais vous montrer. La première est que les fibres qui régénèrent dans ce papier qui a été fait par Andrew Mamen dans la description d'HMG-CoA expriment plus fortement l'HMG-CoA réductase au sein de la fibre et aussi à la surface de la fibre. Plus récemment, son équipe a testé le niveau d'expression de la protéine SRP, HMG et en fait de toutes les protéines qui sont cibles des auto-anticorps dans des biopsies de patients qui ont des maladies musculaires auto-immunes pour observer qu'il existe une surexpression des antigènes ciblés par les auto-anticorps spécifiques des myopathies auto-immunes, quelle que soit la maladie en présence. Et que dans un travail chez l'animal, en créant une lésion par la cardiotoxine dans le muscle, on augmente la régénération et la production de ces antigènes. Par faute de temps, je ne vous montre pas des travaux que l'on a fait où on voit qu'effectivement, chez l'homme, in vitro, les fibres qui régénèrent les myopathies SRP ou HMG expriment à leur surface probablement l'antigène cible de la maladie. Concernant l'évolution de ces patients, je vous montre cet exemple qui est assez tristement caricatural d'une patiente qu'on avait vue il y a quelques années, qui avait une myopathie qu'on diagnostiquera beaucoup plus tardivement comme HMG-CoA réductase positive, à l'époque où on la considérait dans les débuts des années 90 comme une polymyosite où on ne connaissait pas cette entité. Cette patiente a été amenée à vivre dans différents endroits de France, sur toute sa carrière professionnelle. Et ce qui est frappant dans ce cadre-là, c'est que ici on voit le taux de CPK, qui est un bon marqueur de l'évolution, et qu'à chaque fois qu'elle reçoit des immunoglobulines, la maladie s'améliore et qu'en revanche, aucun traitement immunosuppresseur, l'Immurel, le métaux, la cyclo, le Ritux ou le Tacro ne permet de prévenir la rechute. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la durée de l'évolution que vous voyez est d'au moins d'une vingtaine d'années. Et ce qui est tristement intéressant, c'est que le pic de CPK, avec le temps, diminue parce qu'en fait, elle a moins de muscles et qu'elle est moins capable de produire des CPK et qu'à chaque fois, donc, elle perd du muscle et c'est ce que témoignent ces pics de CPK. Effectivement, on avait pu voir dans un travail français, grâce à des collaborations que nous avions menées à la plupart des centres français, que les patients qui avaient des myopathies nécrosantes associées à l'anticorps anti-HMG-CoA et qui avaient reçu un traitement immunosuppresseur spécifique, aucun d'entre eux n'avait pu arrêter son traitement au fil du temps, témoignant ainsi que la maladie a une très longue durée d'évolution. Et de même, les SRP ont souvent une maladie longue d'évolution avec un pronostic qui est souvent plus sombre, comme nous l'avons vu. Plus récemment, Andrew Mamen a montré, comme j'avais pu l'illustrer pour cette patiente, que les immunoglobulines avaient un rôle très important pour le contrôle des myopathies nécrosantes, en particulier pour les myopathies nécrosantes à anticorps HMG-CoA. Il rapportait dans cette série dans le New England 3 cas de patients HMG-CoA qui étaient traités en monothérapie d'immunoglobulines avec une bonne réponse, sans aucun autre traitement, suggérant ainsi le rôle important de l'effet d'immunoglobulines dans cette maladie. Aujourd'hui, les modalités thérapeutiques des myopathies nécrosantes auto-immunes sont mal définies. Elles sont proposées par des séries d'experts, mais les propositions reposent sur des séries rétrospectives et en aucun cas sur des essais randomisés contre placebo. Aujourd'hui, on considère que le traitement standard doit associer une corticothérapie à forte dose 1 mg/kg au moment de l'instauration, et ce, quelle que soit la myopathie nécrosante, SRP ou HMG-CoA. On considère, au vu de la durée de l'évolution de la maladie d'une part, et d'autre part, au vu du potentiel de rechute
et du risque d'effets secondaires de la corticothérapie qu'il faut dans tous les cas instaurer un traitement immunosuppresseur pour tenter d'épargner la corticothérapie. Et sur la foi de travaux antérieurs, rétrospectifs, l'utilisation de rituximab chez les patients SRP pourrait être une option à proposer en première ligne pour les patients qui ont l'anticorps anti-SRP. Les travaux qui ont été portés par le service pour la HMG-CoA réductase et le rituximab suggèrent rétrospectivement que chez les patients réfractaires, tout au moins le rituximab ne marche pas bien et qu'on ne peut pas donc de fait le proposer d'emblée en première ligne chez les patients qui ont l'anticorps anti-HMG-CoA réductase. La durée du traitement doit être largement de 2 ans et on peut envisager parfois de tenter d'arrêter le traitement pour les SRP au bout de 3 ans. Pour les HMG-CoA, on ne sait pas précisément le moment où on pourrait arrêter le traitement, mais probablement qu'il ne faut pas proposer une tentative d'arrêt de traitement avant 3 à 5 ans chez ces patients. La place des immunoglobulines est à réserver dans les formes sévères de la maladie ou chez les patients réfractaires, de même que peut se discuter l'utilisation d'échanges plasmatiques dans des formes très sévères, si on considère qu'effectivement les anticorps ont un rôle pathogène. Et ces premiers travaux avaient été menés par les premières descriptions de ce type de cas, a été rapportées par l'équipe de Luc Mouton avec Jean-Benoît Harlet à cette époque. Concernant les modalités de suivi du traitement, suivre une myopathie auto-immune, c'est complexe en raison du fait que la maladie peut avoir des manifestations extramusculaires et qu'aujourd'hui la CER et le LAR proposent l'utilisation de 6 domaines d'analyse, avec un domaine qui concerne une estimation de l'activité de la maladie jugée par le médecin sur une échelle de l'ICAS, une EVA. Le patient en fait de même. On demande aussi au patient de faire une évaluation de son handicap avec l'échelle HAQ. Et puis on analyse le taux de CPK et enfin on réalise un testing musculaire sur 8 groupes musculaires, chacun étant coté sur 10 et on fait un score sur 150. On peut faire une photo de la maladie à un temps donné, qu'on peut reproduire à un temps ultérieur, et on peut, avec des pondérations selon ces items, juger de l'amélioration avec un score d'amélioration qui varie entre 0 et 100, et on peut stratifier l'amélioration selon l'amplitude de l'amélioration, amélioration faible, modérée ou majeure si elle est plus de 60%. J'attire votre attention sur le fait que les CPK sont un extrêmement bon signe d'activité de la maladie et qu'à notre sens, c'est probablement le signe le plus utile d'activité de la maladie, puisqu'on avait pu corréler le taux de CPK à l'activité de la maladie en faisant en particulier des corrélations entre le titre des anticorps et le taux de CPK, mais surtout des corrélations entre le pourcentage de fibres en nécrose et le taux de CPK le jour du dosage, le jour de la biopsie. J'attire votre attention, comme on l'a suggéré tout à l'heure, que probablement il faut faire attention aux élévations modérées de CPK chez des patients qui ont peu de masse musculaire, qui ne seront pas en mesure de faire des taux de CPK à 7000 et qui des taux à 400 chez des patients très sarcopéniques avec une créatinine très basse peut suggérer la persistance d'une maladie résiduelle. En conclusion, les maladies musculaires auto-immunes sont des maladies très hétérogènes et que les myopathies nécrosantes ont pu émerger au sein de ce groupe hétérogène grâce à la découverte des auto-anticorps spécifiques, que ces maladies sont des maladies auto-immunes musculaires spécifiques avec un phénotype homogène marqué par un déficit aigu majoritairement, sévère, avec un risque de séquelles important, que leur diagnostic repose sur l'identification de ces anticorps, SRP ou HMG, et la biopsie en cas de séronégativité. Il ne faut pas méconnaître une maladie à début lentement progressif qui concernera plus les équipes de neurologie. C'est des maladies qui ont un mauvais pronostic fonctionnel, qu'il faut donc traiter et essayer de contrôler au mieux, et que les armes thérapeutiques restent aujourd'hui la corticothérapie, les immunosuppresseurs et ou les immunoglobulines, en attendant des essais plus ciblés qu'on espère voir venir bientôt. Je vous remercie.